Quand on recherche ce que c'est sur Internet, voilà ce qu'on trouve. La p-value représente la probabilité de faire une erreur de type 1 ou de rejeter l'hypothèse nulle si elle est vraie. Plus la valeur de p est petite, plus la probabilité de faire une erreur en rejetant l'hypothèse nulle est faible. Vous n'avez absolument rien compris à ce charabia, moi non plus. La p-value, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi c'est si important, c'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Je vais essayer de vulgariser un concept assez chaud, donc s'il y a des petites erreurs ou des petites approximations, soyez indulgents. J'ai essayé d'expliquer et de rendre simple un sujet assez compliqué. Je vais aussi utiliser un vocabulaire simple, donc je ne vais pas parler de termes compliqués, comme de l'hypothèse nulle par exemple. Alors pour commencer, je vais prendre un exemple basique quand on réalise une étude scientifique. Donc quand on fait une étude, souvent on a deux groupes qu'on souhaite comparer. Par exemple, on souhaite voir quel entraînement est le plus efficace. Pendant un mois, on a un groupe de 20 personnes qui fait l'entraînement A, et pendant un mois, on a aussi un autre groupe de 20 personnes qui fait l'entraînement B. On teste bien sûr avant l'étude pour évaluer le niveau de base, et à la fin, c'est-à-dire un mois après, pour voir l'évolution. Et on peut faire cette démarche avec n'importe quoi, par exemple pour un traitement, un médicament, etc. C'est la méthode test-retest. Revenons à notre exemple des deux groupes qui font un entraînement différent pendant un mois. Donc au bout d'un mois, on regarde s'il y a des différences entre les deux groupes et on voit des résultats différents. Un groupe s'est beaucoup amélioré et l'autre groupe a stagné. On a isolé les variables pour que la seule variable qui change, ça soit la variable explicative, celle qui expliquerait cette différence. Donc là pour le coup c'est la variable entraînement, puisque les deux groupes font tout à l'identique et il y a juste un seul paramètre qui a été modifié, l'entraînement. Mais on n'en est pas sûr, il peut y avoir des tonnes de facteurs qui peuvent expliquer des résultats différents. Peut-être que dans un groupe, les personnes ont eu un meilleur sommeil, peut-être que c'est l'âge qui a joué, peut-être qu'un groupe a mieux mangé ou mieux récupéré, peut-être qu'un groupe a plus joué le jeu et s'est plus donné à fond, ou peut-être qu'on a juste eu de la chance. Donc ces résultats peuvent s'expliquer par tout un tas de facteurs qu'on va appeler facteurs chance ou hasard, puisque ça revient au même. Donc comment savoir justement si on n'a pas eu tout simplement un coup de chance ce jour-là, et si on refaisait le protocole 10 fois d'affilée, on trouverait des résultats totalement aléatoires à chaque fois, donc des résultats dus uniquement au hasard, comme si on jetait un dé. Et bien justement, ça serait bête de refaire le protocole 10 fois ou 100 fois d'affilée, et c'est ce qu'on va voir. Donc on trouve des résultats différents, l'entraînement du groupe A donne de meilleurs résultats que l'entraînement du groupe B. Ok. Mais le plus important, ce n'est pas la différence entre les groupes qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder, c'est la significativité du résultat. Il faut regarder si les différences sont significatives ou au contraire si elles ne sont pas significatives. Attention, ici, le mot significatif ne veut pas dire écart important. Ici, significatif veut dire à quel degré ces résultats peuvent s'expliquer uniquement par le hasard. Si on a une différence significative, ça veut dire qu'il y a très peu de chances pour que ces résultats soient dus uniquement au hasard. A l'inverse, si on a une différence non significative, ça veut dire que ces résultats sont dus principalement au facteur chance. Donc en refaisant l'expérience, on pourrait avoir des résultats totalement aléatoires puisqu'ils dépendent du hasard. Donc avant toute chose, il faut répondre à la question, ces différences sont-elles bien réelles ou sont-elles dues au hasard ? Pour savoir si les résultats sont dus au hasard ou non, on applique un test statistique qui donne un risque d'erreur. Ce risque d'erreur est appelé p-value, aussi appelée valeur P. La p-value, ou la valeur P, c'est une valeur de probabilité, autrement dit la probabilité qu'un résultat se produise essentiellement par hasard. La p-value varie entre 0 et 1. Une p-value proche de 1 signifie que le résultat a de très fortes chances d'être le fruit du hasard. Une p-value très proche de 0 signifie qu'il y a très peu de chances que le résultat soit le fruit du hasard. Mais il y a quand même un risque, même s'il est minime. Donc la p-value, c'est pas tout ou rien, c'est vraiment un continuum, car n'importe quel résultat aura toujours un risque très faible de s'être produit par hasard. Pour trancher ce continuum, on doit fixer un seuil, un peu comme une barrière, à partir duquel on décide de prendre le risque, même si ce risque est faible, d'accepter les résultats, alors qu'ils peuvent potentiellement être le fruit du hasard, mais il faut bien trancher et fixer un seuil à un moment donné. Ce seuil d'erreur, on l'appelle alpha, mais ne vous bloquez pas sur l'appellation, on aurait très bien pu l'appeler X ou Y, mais par convention, on l'appelle alpha. Donc alpha, c'est le seuil à partir duquel on décide de prendre le risque d'accepter les résultats, parce qu'on considère qu'on a peu de chances que le résultat soit dû au hasard, on considère que le risque est correct, alors que les résultats seraient peut-être dus au hasard. Alors on aurait très bien pu déterminer n'importe quel seuil, on est d'accord, on aurait très bien pu fixer ce seuil à 25% par exemple, donc un seuil alpha à 0,25. Mais bon, ça veut dire que dans 25% des cas,
Donc une fois sur 4, notre résultat reposerait sur de la chance. Donc les résultats d'une étude scientifique sur 4 seraient dus au hasard. Ça fait pas terrible quand même pour conclure et pour se rapprocher d'un savoir objectif. Donc par convention, le seuil de significativité alpha a été fixé par les scientifiques à 0,05, soit 5%. Quand on applique notre test statistique, le logiciel nous donne une p-value. Ensuite, on compare notre p-value à ce seuil de significativité alpha de 5%. C'est pour ça qu'on compare p-value avec ce fameux 0,05 et savoir si on est supérieur ou inférieur à ce seuil. Si le résultat est supérieur à alpha, donc au seuil de 5%, on a un risque de se tromper qui est très fort. On a plus de 5% de chance que notre résultat soit le fruit du hasard. Donc on considère que le risque est trop gros. On ne peut pas conclure que quelque chose a un potentiel effet alors que notre résultat a un trop gros risque d'être dû au hasard. Donc les résultats ne sont pas significatifs. On considère qu'il y a une trop grosse part d'aléatoire dans nos résultats qui ne sont pas assez fiables, donc on s'arrête là et on ne va pas plus loin. Donc même si on a une p-value égale à 0,07, donc à 7%, on est supérieur au seuil alpha de 5%. On a quand même 7% de chance que notre résultat soit dû au hasard, donc on ne peut rien dire concernant les résultats. Les résultats ne sont pas significatifs. A l'inverse, si notre p-value est inférieure à 5%, il est peu probable que la différence observée soit due au hasard. On a une différence significative, les résultats sont concluants. Donc si on a une p-value de 0,01, soit de 1%, on a quand même une chance sur 100 que notre résultat soit dû au hasard. Mais c'est un risque qu'on décide de prendre. On se dit une chance sur 100, c'est quand même très petit par rapport à une chance sur 10, par exemple, de se tromper. Donc notre résultat est accepté. Je vais prendre un exemple avec un dé pour se rendre compte de ce que ça représente, ce seuil de 5%. Si je lance un dé à 6 faces et que je parie sur 5 faces sur 6, est-ce que c'est suffisant pour être validé scientifiquement ? Non, parce que j'ai 5 chances sur 6 de trouver le bon résultat du dé, mais ça signifie également que j'ai une chance sur 6 de me tromper, donc d'avoir un résultat aléatoire. Et une chance sur 6 en pourcentage, ça fait 17%. Donc 17% de risque d'erreur, c'est beaucoup plus que la barre des 5%. Le résultat serait jugé beaucoup trop aléatoire. Même si bien sûr, sur 100 lancés, j'aurais juste dans 83% des cas, ce n'est pas assez pour passer la barre de 95% de certitude. Pour que ça puisse être validé, il faudrait un dé à 100 faces et que je puisse par exemple parier sur 97 faces sur 100. Ça me laisse que 3 chances sur 100 de me tromper, c'est bien inférieur à notre seuil de 5%. Comprenez bien que c'est pas tout noir ou tout blanc, j'ai quand même des chances de me tromper, 3 chances sur 100 dans cet exemple, mais on considère que ce risque est assez faible, donc on s'autorise à prendre le risque. Bien sûr, le dé est juste un exemple, dans la vie réelle on ne lance pas un dé, les résultats tendent toujours à se diriger vers une direction ou vers une autre, c'était juste pour illustrer. Autre exemple, un chercheur s'il publie 100 articles dans sa carrière, il en aura environ 4 ou 5 qui seront faux, parce qu'il prend le risque de conclure vrai alors qu'il aurait dû conclure faux 5 fois sur 100. Donc de temps en temps, il conclura en disant que la différence n'est pas liée au hasard, sous-entendu elle a peu de chances d'être liée au facteur chance, alors que c'était bel et bien le fruit du hasard. Donc pas de chance, j'ai envie de dire, s'il publie 100 articles, en acceptant ce seuil, donc cette règle de 5%, et 5 fois sur 100, ces résultats étaient simplement dus au hasard. Après avoir regardé la p-value, donc si les résultats étaient dus au hasard, on regarde l'effet. C'est-à-dire en gros l'écart entre nos deux résultats. L'effet peut être faible, moyen ou fort. Ensuite, on a tous les cas de figure possibles, je m'explique. Donc, dans le meilleur des cas, on a un effet fort, une différence énorme entre les deux groupes et elle est significative, c'est-à-dire une grosse différence qui ne semble pas être due au hasard. On peut avoir aussi une toute petite différence entre deux groupes qui est significative, autrement dit l'effet est très faible mais ne s'explique pas par le hasard, et on peut avoir une petite différence ou une grosse différence entre deux groupes non significatives. Les différences sont faibles ou énormes, mais elles sont peut-être juste le fruit du hasard. Donc comment se matérialisent les p-values sur les graphiques ou sur les tableaux quand on lit des articles scientifiques ? Il faut regarder les petites étoiles. Donc pour info, une étoile signifie que la p-value est inférieure à 0,05. On admet qu'on a moins de 5 chances sur 100 que notre résultat soit dû au hasard. 2 étoiles signifie qu'on a une p-value inférieure à 0,01.
on admet qu'on a moins d'une chance sur 100 que notre résultat soit dû au hasard. Et 3 étoiles, ça signifie que notre p-value est inférieur à 0,001. On admet qu'on a moins d'une chance sur 1000 que notre résultat soit dû au hasard. Donc même si on voit des écarts hyper importants sur un graphique, en fait on s'en fout tant qu'il n'y a pas une ou plusieurs étoiles. Par exemple, ici, on voit qu'il y a une grosse différence entre ces deux graphes en barre, mais pas d'étoiles, ça veut dire qu'on ne peut rien en conclure, le résultat a trop de chances d'être dû au hasard. Et des fois, les graphiques sont vraiment semblables, il y a vraiment 1 mm de différence entre deux graphiques, mais s'il y a une étoile, c'est ça qui compte au final, ça veut dire que la différence a très peu de chances d'être due au hasard. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur ce qu'est la p-value et la significativité d'un résultat statistique. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner et d'activer la cloche, c'est gratuit et ça permet de soutenir mon travail. N'oublie pas de partager la vidéo si elle t'a plu, et moi je te dis ciao.